Bonsoir Dimitri Kochko. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs, tous les spectateurs, tous les internautes. Les vidéos spectateurs qui nous regardent effectivement. Alors Dimitri Kochko, ce soir pour cette 9e émission avec Éveil Français TV, vous avez voulu revenir sur une partie des éléments que vous aviez abordés dans les vidéos précédentes. Il y a quand même quelque chose de récurrent, malheureusement, on ne peut que déplorer cela, cette russophobie hystérique, cette russophobie ambiante, cette russophobie qui perdure dans le temps à travers malheureusement tous les événements possibles et imaginables. C'est un peu le propre de l'hystérie, c'est que ça concerne beaucoup de choses, y compris des choses très très différentes les unes des autres. Donc vous avez décidé, pour illustrer ça, de revenir en partie sur la venue d'Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines, pour partir sur ce qui se passe en ce moment, qui est très intéressant d'ailleurs, au moment du mondial de football, où apparemment les fans étrangers sont en train de constater que la Russie n'est pas aussi malfaisante, diabolique, ou les Russes barbares que ce qu'on leur racontait dans les médias. Alors oui, effectivement, je dirais qu'après la visite d'Emmanuel Macron à Saint-Pétersbourg, et au moment, ça arrivait quelques jours avant le lancement du mondial de football, et bien après ces quelques jours déjà de jeu dans le mondial, on dirait qu'il y a une espèce de relâchement dans l'offensive politico-médiatique anti-russe, en tout cas en France. Parce que c'est pas dans tous les pays occidentaux quand même. Par exemple, le fait que beaucoup de supporters, comme on dit, de football, ont tendance à s'exprimer d'une manière assez spontanée, très en faveur de la Russie, sont très contents de leur séjour, sont contents des matchs. Les incidents entre supporters, entre hooligans, comme on dit, en reprenant d'ailleurs le mot russe adapté à l'anglaise, finalement arrivent à être arrêtés. Il y en a évidemment, ça aurait été difficile de les éviter, mais enfin, ils ne tournent pas à des actes tragiques comme on en a vu quelquefois dans l'histoire du football. Et puis alors ces témoignages positifs, il faut les contredire dans les médias. Alors c'est comme ça que des journalistes anglais, sans doute en mission commandée, en arrivent à écrire que à Volgograd, qui est Stalingrad, des supporters russes soi-disant chantent des chants nazis, alors qu'en fait il s'agissait de supporters anglais qui étaient dans un pub irlandais de Volgograd. Alors ça ne veut pas dire non plus que parmi les supporters russes, il n'y a pas des espèces d'imbéciles plus ou moins nazis ou plus ou moins crâne tendu ou des choses comme ça. Il y en a aussi, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas en Russie, puisqu'il y en a ailleurs. Mais enfin, c'est pas eux, il se trouve que c'est pas eux. Et là encore, on est dans le fake news que j'espère le président Macron saura punir. Mais là, j'y compte pas trop, faut bien le dire. Et évidemment, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Donc, ni le championnat de football, ni le voyage du président Macron, ni même les mesures américaines contre l'acier et l'aluminium européen, ou les mesures américaines contre les entreprises européennes commerçant avec l'Iran, de même que les similitudes qu'il peut y avoir sur le traitement des migrants en Europe et aujourd'hui aux États-Unis, sur ordre du président Trump, n'ont mis fin à la propagande anti-russe dans la presse française, bien sûr, et y compris dans les médias d'État que nous subventionnons, je le rappelle. Oui. Charlie Hebdo se distingue évidemment, encore une fois, par sa haine. Ils ont fait une couve avec un tank conduit par le président Poutine, tirant dans des buts, qui se distingue donc par sa haine, et il faut bien le dire, il n'y a pas d'autre mot que la connerie dans un cas comme ça, enfin disons son idiotie, parce que c'est évident que représenter comme ça la Russie qui est totalement assiégée par les pays de l'OTAN,
Et je vous rappelle que c'est tout de même par une duplicité occidentale que l'OTAN a été étendue à l'est de l'Europe, alors qu'il avait été promis à Gorbatchev, lorsqu'il a donné son accord pour abattre le mur de Berlin, de ne pas étendre le mur d'un seul pouce, comme disait notamment M. Baker. Mais il y a plusieurs preuves de cette promesse occidentale que, bien évidemment, de son côté, Gorbatchev a fait l'erreur de croire. Comme disait le regretté Charles Pasqua, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, les paroles verbales, ça n'engage que ceux qui y croient. Et là, bien évidemment, Gorbatchev n'aurait pas dû croire aux paroles verbales, même si elles ont été répétées à plusieurs reprises, et même si elles ont été dites devant témoins. Évidemment, l'OTAN s'est donc étendue alors qu'il n'y avait plus de raison d'être, puisqu'il n'y avait plus d'Union soviétique, et l'OTAN de force d'alliance atlantique qui logiquement a été faite pour la défense, s'est transformée en une alliance militaire d'attaque offensive, ce qu'elle a prouvé en Yougoslavie, en violation de son propre statut, je vous rappelle, qui logiquement prévoyait de n'intervenir qu'en cas d'attaque. Or, c'est eux qui ont attaqué, et évidemment, aujourd'hui, il n'apparaît que comme un instrument des États-Unis pour notamment vendre leur armement à l'Europe à des prix quand même assez élevés et se mettre en position favorable, notamment aujourd'hui, pour vendre le gaz de schiste que nous refusons d'exploiter en Europe, et sans doute à raison, d'une manière écologique, mais que nous ne voyons pas du tout, que nous ne critiquons pas du tout aux États-Unis, que nous sommes prêts à acheter, comme l'ont fait déjà les Polonais, qui d'un autre côté s'opposent à l'Union européenne en matière de migrants, mais en revanche essayent de nous pousser comme tête de pont, en quelque sorte, des intérêts gaziers et énergétiques des États-Unis pour nous obliger à payer de l'énergie 3 fois plus cher et pour nous obliger à payer des installations de gaz liquéfié pour le recevoir. Tout ça, donc, malgré toutes ces contingences-là, malgré tous ces facteurs-là, eh bien, on peut dire que on continue, France Culture continue à déverser sa petite dose de venin quotidien le matin. On revient, par exemple, sur le racisme anti-noir, black des Russes, au moment où les joueurs sénégalais, vainqueurs des Polonais, disent eux-mêmes être bien accueillis. Alors, c'est évident qu'il y a dans la province russe une attitude sans doute de curiosité vis-à-vis des Africains noirs, bien évidemment. Il y a des endroits où, comme le racontent d'ailleurs eux-mêmes les Africains, on n'a jamais vu de noirs. D'autre part, il ne faut pas oublier tout un aspect évidemment religieux où ceux qui sont envoyés en enfer sont représentés en noir dans les icônes. Donc bien évidemment, ça vous met quand même une certaine peur dans une couche de la population qui est la moins instruite et la plus proche à craindre ou à être superstitieuse, etc. Plus évidemment un racisme qui existe comme il existe aussi dans d'autres pays. Donc c'est des prétextes à attaque, comme le coup des supporters à Volgograd, comme aujourd'hui une campagne qu'on essaye de relancer sur le dopage, malgré le fait que toute la campagne anti-russe sur le dopage s'est avérée en fait s'appuyer sur un témoignage d'un ancien entraîneur russe qui en fait avait été plus ou moins acheté, avec des arguments très fragiles et en tout cas avec des sources qui ne se sont pas recoupées. Eh bien on recommence, on remet ça, parce qu'on sait que, à force de l'avoir asséné à longueur de colonne des médias mainstream, eh ben, c'est bien connu que les Russes sont tous des dopés, sont tous des racistes, sont tous des je ne sais pas quoi, ou voire des nazis, pourquoi pas, alors qu'on ne voit pas les commémorations des nazis en Lettonie, par exemple,
en Estonie un peu moins, et puis en Ukraine aujourd'hui. Ça, on ne les voit pas, on considère que non, ce sont des amis, ce sont des gens très bien. Pourtant, ils défilent carrément avec des uniformes nazis et carrément en commémorant les responsables nazis de la guerre, pendant la guerre, avec les Allemands. Dès notamment la division SS Galiciana pour ce qui concerne l'ouest de l'Ukraine, et avec les SS lettons. Eh ben non, ça gêne pas. Et on ose accuser des Russes à Stalingrad, où il y a eu quand même, rappelons-le, 1 million de morts russes. Il y a eu aussi 800 000 Allemands. C'est une bataille monstrueuse. Et c'est, je pense, comme ça qu'il faut quand même s'en souvenir, en espérant justement ne plus revoir ça, au lieu de semer à nouveau la haine. Ouais, c'était une boucherie. Tous ces facteurs mis bout à bout, donc on contraint quand même ce dont je parlais, c'est-à-dire les affaires iraniennes, le championnat du monde quand même, et puis la visite Macron. Les mesures américaines contre les entreprises européennes, avec les sanctions financières qui nous obligent, ne l'oubliez pas, à nous retirer notamment d'Iran. Bref, tous ces facteurs mis bout à bout ont contraint les journalistes et leurs commanditaires, les moins acharnés en tout cas, à se tempérer un peu au niveau russophobie. Mais bon, les russophobes patentés, évidemment, continuent leur activité, comme je l'ai malheureusement un peu relevé là. Mais bon, ils semblent moins abondamment repris et cités qu'à l'accoutumée, au moins en France. Les autres observent un silence, alors parfois assourdissant, sur la Russie. Par exemple, on évite même de citer la Russie en matière spatiale. On raconte la conquête de l'espace en oubliant le mot russe, en oubliant de parler de cosmonautes russes, et en oubliant qu'aujourd'hui, si la station spatiale internationale peut fonctionner, c'est grâce au fait que c'est des Soyouz qui emmènent les satellites jusqu'à la station spatiale internationale. Alors tout de même, ça fait partie d'un des procédés de la russophobie, c'est le silence. Tous les artifices, tous les méthodes de provocation anti-russe, les procédés de propagande ont été développés dans la presse et dans les acteurs, par certains acteurs politiques. Alors on dit à la suite des médias parce que ils ont peur de déplaire à leur opinion publique. Bref, c'est l'œuf et la poule. On ne sait pas bien si les médias veulent plaire aux politiques en faisant dans la russophobie, ou si les politiques font dans la russophobie, pour ceux qui choisissent cet angle-là, évidemment, à cause des campagnes médiatiques et qui donnent une image, évidemment, des Russes et de la Russie, qui, dans les préjugés et dans les gens qui ne suivent pas de trop près, s'implantent. Alors, évidemment, de ce point de vue-là, les témoignages des supporters sont très nuisibles. Ah bah oui. Campagne russophobe, très nuisible, parce que là, vous avez des gens qui ne sont pas politiques pour deux ronds, qui connaissaient à peu près rien sur la Russie, et qui voient que c'est un pays comme un autre, et où ils sont plutôt bien accueillis, parce que bon, l'hospitalité russe, elle est bien connue, elle est quand même au niveau. Hein. En plus de ça, ils se sont quand même préparés à ce championnat du monde, et puis ils espèrent bien, au niveau des commerçants, au niveau des gens qui ont quelque chose, des hôteliers et autres, ils espèrent bien, évidemment, en tirer un certain profit, comme toujours, dans ce genre de manifestations sportives internationales qui attirent beaucoup de monde. D'ailleurs, à noter que parmi les supporters les plus nombreux, en tout cas selon ce qui a été relevé dans les réservations d'hôtels et de hostels, etc., le plus marrant, c'est que c'est les Américains qui sont les plus nombreux. Les Nord-Américains, hein, j'entends pas les Sud-Américains. Il y a beaucoup de Sud-Américains aussi, mais les Nord-Américains, on se demande un peu ce qu'ils viennent faire là, parce que d'abord, ils jouent pas au football, sauf au football américain, bien sûr. Ils s'intéressent pas, ils sont pas qualifiés. C'est que les Latino-Américains aux États-Unis qui s'intéressent au football et qui, évidemment, le font à la latino-américaine, hein, avec tout le règlement qu'on connaît. Enfin, ça explique pas qu'il y ait, je crois que c'est près de 80 000. Hein. C'est le titre qui a été donné par des médias russes, le chiffre qui a été donné par des médias russes, 80 000 supporters nord-américains qui ont profité du fait que quand vous avez un passeport de supporter,
vous n'avez pas besoin de visa en Russie pendant la durée du championnat du monde, du mondial. Donc, vous voyez, c'est quand même, voilà le genre de choses où on peut évidemment penser que malheureusement les provocations risquent d'avoir lieu. Oui. Oui. Parce que évidemment, ces campagnes médiatiques anti-russes, y compris les campagnes du style la provocation de l'agent double Skripal, empoisonné soi-disant par des Russes en Angleterre, sans aucune preuve, sans consulter la Russie, avec des violations de droits consulaires pour ne pas recevoir la fille de Skripal, etc. Ce genre de choses sont évidemment une préparation de l'opinion pour toutes sortes d'interventions contre la Russie. C'est bien de ça qu'il s'agissait quand même dans ces campagnes, et il faut bien le dire aussi, par la vague de provocations qui ont eu lieu. Alors quelle serait la provocation qu'on risque d'attendre, qui risque de se produire à l'occasion du championnat du monde de football, comme ce fut le cas lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, avec l'attaque de l'Ossétie par les troupes géorgiennes du président Mikhail Saakashvili, ou lors de ceux de Sotchi, bien évidemment, avec le coup d'État à Kiev, qui a été largement sponsorisé, notamment par les États-Unis, malheureusement aussi par l'Union européenne, qui n'a pas tenu parole en se portant garante de l'accord qui avait été signé entre Yanukovych, le président de l'époque qui a été renversé par le coup d'État, et l'opposition en février 2014. Dès le lendemain, il laissait faire le coup d'État. Bref, alors, on peut dire que, évidemment, ces circonstances n'ont pas échappé à tous les observateurs attentifs et aux services russes, qui semblent attendre, ou bien ils attendaient, parce que les choses ont changé un peu. Les choses ont changé un peu, notamment avec la crise migratoire en Europe, avec l'affaire de l'Iran, avec peut-être des problèmes en Ukraine. Parce qu'ils attendaient d'abord une offensive dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Alors elle peut se produire, hein, parce que ces derniers temps, il y a eu quand même beaucoup de renforcement de bombardement de la population dans le Donbass et des avancées de troupes. Alors, c'est pas vraiment des soldats ukrainiens, hein. En général, ceux qui se battent le plus, c'est quand même des miliciens, des mercenaires de tout genre de pays. Alors, il y en a beaucoup de Polonais, quelques Baltes, des Tchèques, qui sont parmi les mercenaires, payés avec l'argent américain, armés par les Américains, et qui risquent effectivement d'intervenir. De même, on craint une nouvelle provocation en Syrie. Alors sur le thème d'armes chimiques notamment, mais apparemment il n'y a pas que ça. On a déjà, l'état-major russe a déjà annoncé une préparation de provocation sur la thématique armes chimiques, tant qu'à faire, puisque ça continue à marcher, du côté de Deir ez-Zor, qui était un carrefour stratégique où de nombreux combats ont déjà eu lieu et où des forces encore conséquentes de Daesh, alors parfois déguisées sous d'autres appellations de leurs amis de l'autre partie Al-Nusra, qui s'est déguisée en plusieurs autres appellations, mais ont trouvé refuge notamment auprès de conseillers nord-américains dans cette région. Et ces derniers sont aussi présents en nombre en Ukraine de l'Est, aux côtés des milices ultranationalistes et mercenaires de divers pays, qui ont été pourvus d'ailleurs d'armes modernes et entraînés par les États-Unis. Notamment, on parle de ces fameux Javelin, qui sont des missiles anti-chars. Oui. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir s'en servir et comment. Enfin, le fait est là. Des conseillers US doivent justement venir sur le front avec le président ukrainien Porochenko pendant le mondial. Donc on peut craindre le pire, quoi. Mais bon, apparemment, c'est en Syrie que ça risque de se passer, parce que là, c'est en Syrie quand même que déjà on voit des attaques là, et que les États-Unis n'hésitent pas à aller bombarder l'armée syrienne. Donc là aussi, il va se passer des choses. En tout cas, le mondial va évidemment servir à des provocations. Alors voir à quelle échelle, à quel niveau, ça c'est très difficile à savoir, parce que c'est évident qu'aux États-Unis, tout le monde n'est pas d'accord.
Alors Dimitri, je m'excuse de vous couper la parole juste quelques instants pour rallonger ce que vous disiez juste un instant par rapport aux différents théâtres d'opérations susceptibles de dégénérer justement dans la perspective de profiter du mondial de foot en Russie pour provoquer encore plus avant la Russie. Il y a ce théâtre d'opération. Alors déjà, il y avait effectivement la préparation de provocation à des résorts. Il y en a une toute nouvelle depuis 24 heures, c'est celle qui est crainte du côté d'Idlib, sachant que au sud-ouest de la Syrie, alors que ce secteur occupé par les terroristes proche du Golan occupé par les Israéliens et la Jordanie, fait l'objet depuis très peu de temps d'une offensive syrienne. Un drone syrien a été pris pour cible dans l'espace aérien syrien par un missile patriote israélien, ce qui signifie que apparemment quelque chose se prépare, un sale coup se prépare, compte tenu du fait en plus que une réunion secrète s'est produite apparemment entre Salman, c'est-à-dire le futur roi saoudien, le Premier ministre israélien et donc la direction politique de la Jordanie, donc cette réunion secrète probablement pour préparer quelque chose de très désagréable contre la Syrie. Mais il y a aussi un autre théâtre d'opération qui réapparaît alors qu'il a disparu des écrans radars pendant très longtemps, c'est ce qui se passe en Transnistrie, c'est-à-dire cette petite enclave autonome depuis le début des années 90, suite à une guerre à laquelle l'armée russe a participé contre la Moldavie. Et donc, non, c'est la Moldavie qui a attaqué effectivement cette partie. Mais c'est le contingent russe qui a défendu les populations contre l'attaque moldave, qui voulait effectivement récupérer ce territoire. Merci de préciser effectivement je dirais la façon dont les choses se sont produites. Et donc là, en ce moment, dernièrement, il y a une demande des pays aux alentours, plus l'Ukraine, pour que les casques bleus russes soient évacués de Transnistrie, ce qui ferait que tout ça semble accréditer la thèse selon laquelle, une fois les casques bleus russes partis, il ne restera plus que le contingent militaire russe, s'il existe encore, en Transnistrie, pour s'opposer à une nouvelle tentative moldave, sachant que en Moldavie, il y a un gouvernement pro-européen et un président pro-russe, hein, Igor Dodon. Voilà, donc ça c'est un des éléments qui pourrait être la surprise, la mauvaise surprise de la provocation de Washington contre la Russie, plutôt que le Donbass, parce que Poutine a envoyé passé un coup de téléphone à Poroshenko. Voilà, donc je vous laisse la parole. Effectivement. Alors, l'affaire de la Transnistrie, disons la résurgence de la Transnistrie est effectivement une des surprises et sans doute la tentative de provocation qui vient de là où on l'attendait pas trop. Parce qu'effectivement, on l'attendait plutôt dans le Donbass et en Syrie, mais le président Poutine a annoncé justement que la Russie ne laisserait pas les habitants du Donbass se faire massacrer, et comme il a aussi parlé des nouvelles armes russes, hein, notamment au début mars, il est possible que des plans ont été revus, même par les aspects, les pires faucons du Pentagone, parce que je pense pas que ce soit Trump qui veuille faire quelque chose en Transnistrie, dans le Donbass. Pour la Transnistrie, ça, ma foi, il n'est pas évident qu'il sache exactement de quoi il s'agit, parce que compte tenu qu'il a des conseillers qui lui truquent complètement les informations qu'il lui donne, il doit mettre un certain temps pour comprendre de quoi il s'agit. De plus, donc justement, à en juger par certaines déclarations du président Trump, notamment le fait qu'il dit qu'il faut retourner au G8 et non pas rester au G7, que les Européens, alors, complètement contre leurs propres intérêts, y compris par rapport à Trump, refusent. Voilà, on est dans l'absurdité totale. Hein. On est totalement fous, nous autres. Hein. Il n'est pas évident donc que toute l'administration américaine soit d'accord avec les va-t-en-guerre, et en tout cas pas forcément tous avec les mêmes. En plus, c'est pas sûr pour autant que la guerre soit écartée, hein, parce que encore une fois, il y a des faucons, que ce soit au Pentagone, que ce soit dans la CIA, que ce soit maintenant dans le secrétariat d'État, puisque c'est un ancien de la CIA très 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 va-t-en-guerre.
Mais ce qui est pire, c'est là je reste toujours dans le Donbass, mais à la limite, ça serait presque pareil en Transnistrie, bien que ça va poser beaucoup plus de problèmes pour les Russes, parce que pour y aller en Transnistrie, vous pouvez passer qu'en avion. Or, vous êtes obligé de survoler ou l'Ukraine ou la Moldavie. Et là, évidemment, c'est assez embêtant. Et la Roumanie, ça, j'en avais parlé justement dans le site web de Christelle tout dernièrement, c'est que la particularité, c'est qu'elle est enclavée, cette zone autonome. Elle est complètement enclavée. Alors, il faut pas, attention, hein, les médias, encore une fois, font de la déformation historique en disant que la Transnistrie a toujours été à la Moldavie, etc., la Bessarabie et autres. Non, attention, avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la Transnistrie était une partie de l'Ukraine. C'était la République moldave en Ukraine. C'était une république autonome en Ukraine. Les Roumains ne revendiquent pas la Transnistrie. Ne la revendiquent pas parce qu'elle n'était pas roumaine. Elle n'était pas roumaine pendant la guerre où les Roumains étaient, n'oublions pas, alliés aux Allemands jusqu'aux 3 ou 4 derniers jours de la guerre où ils ont changé d'alliance. Ce que les Bulgares n'ont pas eu le temps de faire. Hein, et ce qui provoque une grande risée de la part des Roumains par rapport aux Bulgares. Vous voyez un peu les relations simples dans les Balkans. Bref, tout ça pour dire que, attention, la Transnistrie, elle a des légitimités à ne pas être intégrée à la Roumanie. Or, le gouvernement moldave post-soviétique a voulu, comme c'était le cas dans d'autres pays, pour que les bureaucrates qui étaient au pouvoir à l'époque soviétique, basés sur le communisme ou sur une référence communiste, pour garder le pouvoir, ils se sont basés sur des références nationalistes, et souvent ultranationalistes. Alors dans le cas de l'Ukraine, c'est dramatique parce que c'est carrément nazi. Dans le cas de la Moldavie, c'est roumain, et y compris la Roumanie de la guerre, mais bon, qui avait quand même, bien que en Transnistrie, on se souvienne de l'occupation roumaine avec beaucoup d'amertume quand même. Hein. Il y a eu beaucoup d'exactions. En plus, demander à la limite à ce que la Transnistrie redevienne moldave comme elle l'a été après la Deuxième Guerre mondiale et comme elle l'a été finalement après le pacte Ribbentrop-Staline. Ribbentrop-Molotov, si vous préférez. C'est assez bizarre de réclamer finalement ce qui a été le résultat de ce pacte dont les effets ont été annulés, notamment après les procès de Nuremberg, etc. Là, on est dans un flou, mais c'est la même chose avec l'Ukraine. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été en fait juridiquement qui sont discutables ad aeternam, ou en tout cas assez longtemps, et avec des bons arguments de tous les côtés. Et en tout cas, du côté de la Transnistrie, il y en a. Bon, enfin voilà. Donc, mais ce qui est le problème, aussi bien de la Transnistrie que du Donbass, c'est que même si, comme l'a dit Poutine, ça fait reculer les va-t-en-guerre, c'est que pour les faucons américains qui sont pour une guerre, eh bien, là c'est cynique ce que je vais dire, mais quel que soit le sort de l'offensive qui évienne, disons, contre le Donbass, eh bien, pour les partisans américains d'une détérioration encore plus profonde avec la Russie, c'est gagnant-gagnant. Alors, au mieux, parce que c'est une opération à la Krajina, à la croate, hein, dont rêvent effectivement les hypernationalistes ukrainiens. Hein, je vous rappelle, la Krajina, c'était 200 000 Serbes qui habitaient quand même depuis le XVIIe siècle dans cette région de la Croatie, qui ont été chassés de leurs terres, et certains ont été massacrés. Massacrés, et ça on l'a jamais dit dans la presse occidentale, dans une opération de nettoyage ethnique qui s'est produite en 1995 et qui a suscité très peu de protestations, voire pas du tout de protestations de l'OTAN. Moins bien, évidemment, si jamais les mercenaires ukrainiens là, et puis les autres se font démolir par les résistants du Donbass et par les Russes, peut-être, s'ils sont amenés à intervenir. Eh ben, cette défaite des milices de l'armée ukrainienne et de l'armée ukrainienne, et là on ne montrera a priori
que de l'armée ukrainienne, ou on dira que c'est que de l'armée ukrainienne, ça pourra alimenter une campagne anti-russe à grande échelle. Là, on va montrer des corps déchiquetés, des terribles blessures, la monstruosité de la guerre russe, etc., etc. Voilà, l'imagination et les images de guerre, tout simplement, vont faire leur office. Et donc, c'est gagnant-gagnant pour le camp des va-t-en-guerre américains et malheureusement de leurs amis occidentaux et de leurs amis européens. Et là, on est complètement dans un espèce de masochisme, mais aussi dans une sorte de racisme anti-russe inconditionnel qui obéit à d'autres mécanismes que la raison. Et c'est en ça que c'est dangereux, la russophobie. Parce que c'est les mêmes ressorts, finalement, que le racisme ou l'antisémitisme. Ça, c'est dangereux. Enfin bref, les gouvernants français, le président Macron lui-même, ont participé, malheureusement, aux suites de provocations et ont voulu croire, ou en tout cas faire croire, à une implication russe, par exemple dans la tentative de l'empoisonnement de l'agent double que j'ai évoqué tout à l'heure, Sergei Skripal. Et pourtant, les circonstances et le poison supposé ne tenaient pas à la route. Tout échange d'informations avec les Russes, toute fourniture de preuves minimum ont été refusées. Et malgré une violation manifeste là, des traités diplomatiques, comme je l'ai dit avec la fille de Skripal, Yulia, les anglo-saxons ont quand même obtenu des expulsions de diplomates russes sans beaucoup de fondement et comme on n'en avait pas vu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, même pendant la guerre froide. Et y compris en France, malheureusement. Après avoir accusé sans hésiter la Russie, les médias mainstream, bon, maintenant ils sont devenus un peu plus discrets sur cette affaire, en tout cas pour certains d'entre eux. La pseudo-attaque chimique en Syrie, à Douma, au sud de Damas, ça continue à servir évidemment aux plus russophobes. Mais les plus objectifs ne disent évidemment pas un mot sur le fait que les enquêteurs de l'OIAC, c'est-à-dire l'Organisation internationale qui enquête sur les armes chimiques, qui étaient attendus par les officiels syriens au moment même, juste après l'attaque, ont été retenus à la frontière libano-syrienne par des tirs fort opportuns au moment où ils devaient passer, au tout début de l'enquête. Ou que l'un des enfants, héros vidéo preuve, je l'appelle comme ça, parce que c'est eux qui ont été montrés dans les vidéos, qui ont été montrés sur toutes les chaînes de télévision, sans aucune vérification. Il a été passé au tuyau d'arrosage, là, sur tous les écrans. Il a été présenté à la commission à La Haye par les Russes. Parce qu'ils l'ont trouvé, évidemment, à Douma. Ce môme-là, avec ses parents, indifférence générale forcée. On a fait semblant de ne pas s'intéresser. Et pourtant, c'est ces mêmes enfants qui ont été filmés sans qu'ils sachent pourquoi. Et qui ont servi de preuve, entre guillemets, aux casques blancs, qui sont en fait une organisation proche des frères musulmans, qui sont des vidéastes semi-professionnels, qui font des vidéos accusatrices, qui sont complaisamment montrées partout dans nos médias, sans vérification. Et il faut bien dire que ces casques blancs sont notamment financés par les services et les agences britanniques, beaucoup, américaines, mais alors un peu moins, là, parce que Trump, il n'a pas voulu signer certains des financements des casques blancs. Justement, après cette histoire des films qui apparemment ont été faits un peu à la va-vite et pour lesquels ils ont dû demander beaucoup de sous et puis il a dû trouver que ça ne les valait pas. En plus que ça levait quand même un certain scepticisme et que bien évidemment aucun professionnel n'y a cru à ces trucs-là. Mais bon, la presse, notre presse malheureusement, y a cru bon de le diffuser et on l'a montré et on a enfoncé le clou. Enfin, à la Goebbels, malheureusement. Bien peu de médias donc ont relevé le fait que, par exemple, la contre-attaque, la frappe occidentale contre les soi-disant installations d'armes chimiques ont été faites, que certains missiles ont été détruits en vol, ça a été nié. On a dit que mais non. Et puis, heureusement, c'était faux qu'il y ait des installations d'usines chimiques qui auraient été attaquées. Il n'y en avait pas, parce que si ça avait été le cas, ça aurait fait un drame. Ça aurait fait des morts en grande quantité. Et bon, malheureusement, ça, nos médias, ils n'ont même pas relevé cette anomalie. Pourtant, il n'y a pas besoin d'être un grand génie. Il suffit d'être un journaliste honnête.
Ouais, il faut souligner quand même le risque assez notable que une grande partie de ces missiles possèdent ce qu'on appelle une pointe en uranium appauvri qui, sous l'effet du choc, se carbonise, se pulvérise et rendent un petit peu les terrains touchés. On sait que l'uranium appauvri a été utilisé effectivement en Yougoslavie. Très franchement, je ne sais pas si là il y a des missiles avec de l'uranium appauvri qui ont été utilisés dans cette attaque. Parce que très franchement aussi, moi je ne sais pas bien quel était l'objectif réel de ces bombardements pour l'équipe Trump. Et que c'est loin d'être évident. Et il y a sans doute une dimension de politique intérieure dans cette affaire, parce que Trump, il en a remis un paquet quand même, notamment pour pour se délier les mains pour d'autres choses, je pense. Alors maintenant, je peux me tromper, parce que là, je suis quand même pas spécialisé là-dessus, et je l'ai pas assez étudié. Mais bon, alors pour ce qui est de l'uranium appauvri, franchement, je sais pas. Je sais pas, parce que je vous dis, je crois que c'était quand même une frappe bluff. En grande partie, d'autant que les Russes avaient quand même dit que s'il y avait eu un seul soldat russe qui était touché dans l'affaire, ils allaient répliquer et ils allaient couler des bateaux américains en Méditerranée. Alors là, comme oui. Ils deviennent très sages dans ces cas-là, parce que là, on leur parle leur langue, leur langage. Et bon, malheureusement, les Russes ont appris à parler l'américain. Enfin, les médias français, donc en tout cas, donc ceux, y compris ceux du service public, ont abondamment repris les accusations saugrenues anti-russes de la commission d'enquête aussi sur la catastrophe du Boeing malaisien, du vol MH17 en juillet 2014. Alors là, ça c'est vrai qu'en France, les politiques cette fois-ci n'ont pas suivi. Et pourquoi ? C'est que le timing de la publication était trop évidemment orienté contre le voyage de M. Macron en Russie. Et le ministre malaisien des Transports a très vite rejeté les accusations de la commission d'enquête, dont les spécialistes et les données russes, en tout cas, sont exclus, contrairement aux Ukrainiens, dont les pires accusateurs, et notamment un des responsables des services secrets qui a monté l'espèce de farce avec le journaliste russo-ukrainien, enfin, ou en tout cas russe, qui est passé au régime de Kiev. Eh bien, ce monsieur-là fait partie de la commission qui enquête, soi-disant, sur les MH17. Alors évidemment, on peut être sûr que l'enquête, elle n'est pas faite d'une manière très objective, ça c'est clair. Bon, enfin bref, elle a fondé en tout cas ses accusations, la brave commission, là, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, 4 ans après les faits. Vous vous rendez compte ? Et notamment des affirmations, en partie déjà démenties précédemment d'ailleurs, d'associations britanniques russophobes. Il y a notamment, ils montrent, alors ils font plein de détails, disent le numéro d'immatriculation du camion transportant des fusées, Buk, etc. Puis après, les déplacements qui ont été montrés en vidéo, c'est des déplacements qui ont lieu justement en territoire ukrainien. Et ça se voit par des panneaux publicitaires. Bon bref, tout ça est totalement absurde, encore une fois. Aucune donc des questions qui se posent sur cette affaire du MH17, la tragédie de ce Boeing abattu, n'a trouvé de réponse. Enfin bon, disons, je ne vais pas revenir sur toute la question. Vous verrez ça sur Stop Russophobie d'ailleurs. Il y a eu tout un article qui a été fait qui reprend toutes les questions qui se posent sur l'affaire. Mais la question essentielle, c'est évidemment pourquoi les États-Unis ne fournissent-ils pas les photos satellites prises juste au-dessus du drame? Parce qu'on sait qu'il y avait un satellite juste à ce moment-là au-dessus du drame. Comme disait le président Jacques Chirac, là, cette accusation-là, elle a fait pchit au niveau français, même si les réseaux russophobes y reviennent parfois. Et en touchant du coup le président Macron, en disant attention, il ne faut pas faire confiance parce que le MH17, il a été abattu soi-disant par les Russes. On se demande aussi pourquoi les Russes auraient besoin d'abattre un Boeing malaisien. C'est une ineptie totale, c'est totalement une ineptie totale, c'est absurde. Et d'ailleurs, alors justement, le coup monté là par les services secrets avec la complicité de l'ancien journaliste russe félon, on peut dire, Arkady Babchenko, qui est passé au régime de Kiev, qui est mort vivant en fait, a carrément été contre-productif. Oui. Mais là aussi, c'était une contre-production, c'était une provocation montée
par les russophobes et qui était le plus haineux possible, puisque les commentaires qui ont eu lieu dans la presse française juste avant la résurrection, il faut bien le dire, la résurrection entre guillemets de ce monsieur Babchenko là, eh bien c'est assez amusant de lire ce qui pouvait être écrit dans Le Monde la veille justement avec toutes les déformations habituelles que pratique ce quotidien sur la Russie malheureusement. Enfin bref, après un tel barrage d'artillerie médiatique de préparation au pire, il est difficile donc de ne pas se retrouver en porte-à-faux par rapport au changement de la situation géopolitique et à des ambitions politiques et diplomatiques à consonance gaullienne qu'a semblé vouloir manifester le président français à Saint-Pétersbourg. Parce que, bien sûr, le début du mondial n'a pas complètement mis fin dans nos médias au couplet habituel anti-russe. Mais, bon, il arrive quand même que des reportages soient neutres, voire plaisants. On a raconté l'histoire du chat Achille qui prédit les scores. On a eu des interviews de supporters qui disent carrément qu'ils sont bien en Russie. Alors on reprend les thèmes habituels, les droits de l'homme, l'homophobie, le racisme. Alors l'antisémitisme, ils ont laissé tomber. Pourtant, ils ont essayé à un moment. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a eu des tentatives même de débaptiser le pont Alexandre III pour l'appeler Simone Veil. La pauvre Simone Veil se retrouve là-dedans alors qu'elle n'a rien demandé à personne. Enfin, l'opposition maltraitée, alors qu'en fait, elle s'exprime quand même beaucoup, l'opposition, hein, y compris dans les médias, contrairement à ce qu'on dit. Alors on cite notamment un Ukrainien qui s'appelle Oleg Sentsov. Si vous regardez les médias mainstream, vous l'entendrez parler de lui, comme on l'est présenté comme un réalisateur génial ukrainien. Il a fait un documentaire. Et en plus de ça, sur un sujet assez banal et assez petit. Mais bon, eh bien, c'est un réalisateur. Et en fait, c'est un monsieur qui habitait en Crimée et qui avait quand même monté une cellule de ce qu'on appelle le secteur droit, c'est-à-dire le parti d'extrême droite qui est très fortement compromis dans les fusillades du Maïdan juste en février avant le coup d'État, où une centaine de personnes ont été tuées, qui est commémoré par le régime kievien comme les grands martyrs. Il l'appelle, je crois, la centaine sainte ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est sans doute des extrémistes du fameux parti là, dont faisait partie ce monsieur Sentsov en Crimée, dont il a voulu monter une cellule alors que c'est interdit en Russie, et il était en possession d'armes et d'explosifs tout de même. Donc c'est pas simplement un fait de presse. Bien sûr, en revanche, jamais de mention d'une arrestation arbitraire à Kiev d'un vrai journaliste, lui, Kirill Vyshensky, qui est le correspondant de l'agence russe RIA Novosti à Kiev.